Bien, donc bonjour à ceux que j'ai déjà vus. On va démarrer. Hop. Donc le tutoriel, c'est réconcilier finance et RSE. En introduction, je me présente Mathilde Vallée. Je suis en charge des financements durables pour la clientèle entreprise de LCL. Donc juste une petite intro, parce que vous dites évidemment LCL, vous connaissez, c'est les agences au coin de votre rue qui accompagnent les clients particuliers et professionnels. Nous accompagnons aussi près de 30 000 entreprises et institutionnelles. Et c'est dans ce cadre-là qu'on intervient. On est banque d'une ETI sur 2, une banque d'une PME sur 3. Et donc, nous avons des lignes métiers. On rayonne dans tout le territoire pour accompagner nos clients et notre équipe sur la partie du développement durable. Alors, LCL intervient sur la RSE comment ? Comme vous tous, en tant qu'entreprise, on a une politique RSE, donc on a une stratégie avec le pilier environnemental, social et de gouvernance, et également auprès de nos clients. Alors auprès de nos clients, c'est sur la partie financement que je vais vous présenter juste après, mais aussi sur la partie placement, en termes d'épargne de nos clients particuliers, mais aussi des placements sur des placements impact climat et placements sociétal et solidaire. Et par des solutions, ce qu'on appelle d'open banking, qui sont appelées chez nous Smart Business. Alors, qu'est-ce que c'est que ce grand nom ? On pourra y revenir si vous avez besoin. Mais on a noué des partenariats avec des sociétés externes à LCL pour accélérer le développement durable de nos clients. Donc, selon leur degré de maturité, si c'est pour un besoin de mettre en place un bilan carbone, développer une stratégie RSE, avoir des achats groupés d'énergie verte, tout ça, on a des partenaires externes en capacité de vous accompagner pour accélérer sur votre transition énergétique. Donc, les financements durables, qu'est-ce que c'est ? Donc, avant tout, s'il y a bien une chose à retenir, ce sont des outils au service de votre développement durable. C'est ça et uniquement ça. Ça se décompose en deux familles. D'un côté, vous avez les financements fléchés à votre gauche et de l'autre, les financements indexés. Le marché, il est né sur la partie financement fléché, donc c'est un marché qui date de 2007, donc assez mature, mais pourtant toujours en forte croissance. Il est poussé, donc c'est les fameux, ce que vous entendez, les green loans, les green bonds, social loans, social bonds. C'est un financement, un investissement qui a une vertu environnementale forte ou sociale forte. Donc, par exemple, une flotte de véhicules propres, un immeuble performant énergétiquement, des panneaux photovoltaïques. Vous avez besoin de financer ça pour votre société. Et bien là, vous pouvez accéder à des green loans, par exemple. Donc ce marché-là, il est en forte croissance. Il a été accéléré par la dimension sociale avec l'émergence du Covid. Ça a fait clairement naître l'importance de la transition sociale et l'importance de la transition sociale au profit de la transition énergétique. Mais la difficulté de ce marché, c'est qu'il faut pouvoir adresser, il faut pouvoir flécher l'ensemble des fonds vers ces projets-là. Et toutes les sociétés n'ont pas des besoins de CAPEX énormes sur ces enjeux environnementaux sociaux. Donc est née la partie de droite, qui est arrivée, elle, en 2017, beaucoup plus récente. Beaucoup plus récente, on voit qu'au démarrage, c'est vraiment quelques milliards qui sont nés. Donc le terme qui fait foi sur le marché, c'est Sustainability Linked Loan ou Sustainability Linked Bond, selon le format que vous retenez. Eh bien, c'est SLL, c'est un financement dont les conditions sont indexées à des critères de performance E, S ou G, environnementaux, sociaux ou de gouvernance, de votre entreprise. Donc, c'est-à-dire que plus vous êtes performant, moins vous allez payer en conditions. Si vous êtes contre-performant, vous allez avoir des conditions qui sont à la hausse. On va rentrer un peu plus dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on dit qu'à votre gauche, ce sont des financements qui, par nature, sont des financements durables, alors qu'à votre droite, c'est des financements qui, par structure, sont des financements durables. Donc on rentre un peu plus dans le détail. Un financement fléché, c'est donc celui de gauche de tout à l'heure, c'est celui où on vient orienter les fonds vers un actif dédié avec un projet environnemental clair et identifié. Donc chaque marché est régi par des chartes. La charte, elle sert à quoi ? À donner un cadre uniforme pour toutes les banques. Elle sert à limiter le risque de greenwashing, parce que c'est ça derrière le risque.
Donc les 4 principes, sans rentrer dans le détail, c'est de bien utiliser les fonds pour un projet dédié, d'avoir un processus d'évaluation et une méthodologie de sélection des actifs identifiés, d'avoir une traçabilité, ce qu'on appelle la gestion des fonds du projet, et enfin d'avoir un reporting annuel. Pour faire un rebond à l'introduction qu'on avait dans l'amphi tout à l'heure, c'est de montrer l'impact au fur et à mesure du temps de l'investissement réalisé. Ce financement, il donne droit à une légère bonification de la marge. Alors, c'est vraiment quelque chose d'incitatif, et ça, c'est ce qu'on tient sur le marché à maintenir, parce que si on fait une bonification trop forte, on ne le fera pas pour les bonnes raisons. La raison dont on le fait, c'est accélérer votre transition énergétique. On ne le fait pas pour avoir des conditions de financement qui dépendent que de ça. Si le levier, c'est la finance, ce n'est pas le bon levier. On n'est pas dans la bonne démarche. Le dernier point, c'est que pour donner de la crédibilité à votre financement, pour être sûr qu'on soit sur un bon projet, on demande à ce qu'il y ait une revue externe qui soit réalisée par un tiers indépendant. Ce tiers, c'est généralement, majoritairement des agences extra-financières. Donc vous avez Etifinance, Moody's ESG, Sustainalytics, que sais-je, MSCI, il y en a plein sur le marché. Ces agences, elles vont dire c'est aligné avec la charte. Et on donne un niveau sur l'ambition du projet. Et donc ça vient derrière. Ce qui est poussé, c'est que cette SPO, cette Second Party Opinion, cette revue externe, elle doit être publiée sur le site du client, de l'emprunteur, pour donner du poids à votre engagement. Donc quel est l'intérêt pour vous ? D'abord, c'est d'avoir accès à votre financement. Ça reste quand même le premier levier. On est banquier, vous venez voir une banque pour avoir un financement. Donc, financez votre projet. Le deuxième intérêt, c'est de démontrer votre engagement dans la transition énergétique auprès de vos parties prenantes. Et donc, ça en fait évidemment un argument de communication, ça c'est évident, mais ce n'est pas le levier principal. Donc, un exemple très rapidement qu'on a pu réaliser sur une entreprise bretonne qui est Omnipack. Omnipack, qui est une entreprise de packaging en fibre moulée recyclable, compostable, et qui a poussé tous ses curseurs vraiment au maximum dans son plan d'action et dans son process de production, ce qui fait qu'ils ont été reconnus comme acteurs pure player green, et donc leur financement LBO, donc leur financement d'acquisition, a pu être reconnu comme vert. Donc c'est la première opération qui a été faite sur le marché qu'on a pu structurer. Et Etifinance a certifié ce caractère green en démontrant en plus, et ça je ferai juste un aparté, en démontrant l'alignement à la taxonomie européenne, mot bien complexe qu'on entend de plus en plus, et je serais ravie de vous partager un peu plus si vous avez des questions là-dessus. Donc la taxonomie européenne, ça vise à classifier, selon la Commission européenne, les activités qui sont vertes et celles qui ne le sont pas. Donc voilà, ça c'est une opération qu'on a pu faire et qui met en avant l'engagement du client. C'est vraiment ça, nous, notre objectif, c'est toujours un outil au service du développement durable de nos clients. La deuxième catégorie, donc les financements indexés, la catégorie de droite de tout à l'heure. Là, on est donc sur un financement quelconque. On parle de financement de besoins généraux pour la majorité. Financements sur lesquels les conditions sont indexés à des critères de performance. Ces critères, ils peuvent être de deux natures. Soit ce sont des critères externes, une notation extra-financière, et là on retrouve les mêmes, EcoVadis, Etifinance, Moody's, Sustainalytics, et ou un ou des critères internes. Et là, c'est propre à ce que vous suivez, vous, entreprise. Donc c'est des critères qui sont repris dans votre pilotage, d'où le caractère sur mesure et d'où l'expansion de ce marché, parce que c'est vraiment collé à votre politique RSE. Ce qu'on demande, pour toujours respecter la charte de marché, c'est que ces critères ils doivent être quantifiables pour être intégrés dans la documentation. Ils doivent être cohérents et benchmarkables avec votre secteur d'activité pour s'assurer de l'ambition et de limiter toujours ce risque de greenwashing. Et ils doivent être ambitieux, et c'est ça tout le défi aujourd'hui, je trouve, dans les structurations qu'on fait, c'est d'être en capacité d'avoir la trajectoire. D'avoir des indicateurs, c'est une chose. D'avoir les bons indicateurs, c'en est une autre. Mais d'avoir la bonne trajectoire, de savoir s'engager et d'avoir le plan d'action associé, c'est ça, pour moi, la vraie difficulté des entreprises aujourd'hui. Et donc, comme ça va impacter la marge, on demande à ce que cette donnée soit certifiée. Donc, il y a un tiers indépendant. Dans 90% des cas, c'est les commissaires aux comptes, mais ça peut être tout à fait un tiers indépendant agréé suffit. Donc, annuellement, pour chacun des critères, vous atteignez votre critère
eh bien, vous avez une réduction de votre marge, vous n'atteignez pas votre critère, vous avez une augmentation de vos conditions financières. Et donc là, c'est un point additionnel tout en bas, mais l'impact sur la documentation, s'il y a des fortes appréhensions sous l'aspect juridique, l'impact est extrêmement modeste. Donc ça ne vient pas faire de votre contrat une usine à gaz. C'est pas ça l'objectif. C'est quand même très léger dans la mise en place. Donc pour vous, toujours la même question, c'est quel est votre intérêt à faire cette démarche-là ? Bien, votre intérêt, c'est de montrer que vous avez un business model. Il n'y a pas la stratégie financière et la stratégie extra-financière. Il y a une politique RSE, il y a un business model dans lequel s'engouffrent les deux. Et ça matérialise le fait de la fusion de ces deux stratégies. Le deuxième, c'est de synthétiser autour de 2, 3, 4 critères votre politique RSE et donc d'embarquer toutes vos parties prenantes, dont on parlait tout à l'heure. Les collaborateurs au premier rang, ça peut être vos clients, vous pouvez le faire pour plein de raisons, mais ce qu'on se rend compte aujourd'hui, nous, dans les mandats qu'on a pu exécuter, c'est que nos clients le font surtout pour leurs collaborateurs et parfois pour leurs clients. Mais le premier, c'est le collaborateur. Et donc, derrière, de véhiculer tous vos engagements et d'en faire un argument de communication. Donc, sur les indicateurs, comme on l'a dit, majoritairement, donc sur le graphe de gauche, ce que vous voyez, c'est que les indicateurs sont aujourd'hui aux 2/3 des indicateurs internes, propres à ce que vous suivez. Ce n'était pas le cas au démarrage du marché. Vous pouvez avoir des critères uniquement externes, vous n'avez qu'une notation EcoVadis par exemple, ça c'est tout à fait entendable. Et vous pouvez mixer. Donc le tout, c'est de se limiter, on est généralement autour de 2 à 3 indicateurs. Selon les secteurs, ça peut être 4 à 5. On a sommé tous les indicateurs pour se dire quelle est la nature des indicateurs finalement qui ressortent dans les transactions aujourd'hui sur le marché. Eh bien, 2/3 des opérations sont avec des critères environnementaux. Ça paraît évident, mais ça va mieux en le formalisant. Les critères environnementaux, ça va être l'empreinte carbone, ça va être la gestion des déchets, la consommation d'eau, la consommation énergétique ou l'économie circulaire. Pour 24%, on a des critères sociaux. Donc les critères sociaux, ça représente 1/4 des KPI internes. On a de façon plus marginale des KPI de gouvernance. Et enfin, et ce qui arrive de plus en plus souvent, c'est la partie chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire, je prends des critères qui m'engagent moi, entreprise, mais je vais aussi prendre des critères qui engagent toute ma chaîne de valeur. Et en particulier la chaîne de valeur amont, qui est quand même un vrai enjeu dans la démarche environnementale. Je vois le temps qui tourne. Alors, on a pris un cas qu'on a pu mettre en place sur Lidl. Donc Lidl qui est quand même très engagé qui a une politique RSE déjà très aboutie avec des engagements clairs et forts. On a retenu 2 indicateurs. C'est pour vous rendre les choses un peu plus concrètes. Donc n'hésitez pas, après on pourra en reparler, j'en serais ravie. Les 2 indicateurs qui ont été retenus, c'est l'empreinte carbone avec la réduction de 50% de leur scope 1, 2 et 3 partiels de leurs émissions carbone, donc en intensité carbone, sur le périmètre France. Donc c'est avec toutes les actions. Et donc là, c'est assez large parce que ça couvre à la fois les émissions directes et indirectes. Donc il y a vraiment une ambition forte sur cet indicateur. Le deuxième indicateur, c'est la gestion des déchets non valorisés. En tant qu'acteur de la distribution, le sujet des déchets est extrêmement important. Et donc là, ils prennent l'engagement de réduire de 30% d'ici 2030 leurs déchets non valorisés. Ça s'intègre aussi dans une politique beaucoup plus large de leur gestion des déchets. Hop. Un deuxième cas, c'est Roche-Beaubois, qu'on a pu faire il y a quelques semaines. Ici, donc, on a mis en place ce financement-là donc, pour peut-être répondre à une des questions, c'est donc un financement de besoins généraux et besoins d'investissement courant. Et là, 3 indicateurs ont été retenus. Le premier, c'est un indicateur d'éco-conception de leurs nouveaux produits. D'avoir 100% de leurs nouveaux produits qui sont éco-conçus selon une méthodologie interne. Donc ça, encore une fois, c'est le reflet que ça colle à leur business model. On ne vient pas chercher un indicateur. Le seul indicateur où on retrouve une continuité, c'est l'indicateur carbone. Après, c'est vraiment du sur-mesure qu'on retrouve pour chacune de nos transactions. Le deuxième indicateur, ça va être l'approvisionnement à 100% de bois durable. En tant que métier de l'ameublement, la gestion du bois, c'était central au-delà de l'éco-conception. Et le troisième, c'est la réduction de la trajectoire carbone de l'intensité des émissions de 25%.
Donc voilà ce sur quoi ils se sont engagés. Tout ça, donc c'est sur des indicateurs. Ces indicateurs ont des échéances annuelles. C'est un point dont je n'ai pas parlé, mais il y a une ambition à moyen terme, mais il y a des points de contrôle chaque année. Donc cet ajustement à la hausse ou à la baisse se fait annuellement. Donc ici, on a pu mettre... Aujourd'hui, on a signé plus de 60 mandats. Notre société, notre LCL, notre équipe a que 2 ans d'existence. Donc c'est quand même un vrai succès. Le succès, je pense qu'il est dû sur l'approche sur mesure qu'on donne à nos clients, mais c'est aussi sur l'appétence de nos clients à vouloir accélérer sur ces enjeux-là. Donc ça, c'est un vrai succès collectif sur lequel on aime communiquer parce que y a un vrai travail constructif qu'on a conjointement. Donc voilà quelques opérations qu'on a pu faire et j'en profite, j'ai été rapide. Voilà, donc là je remets ça. Mais si vous avez quelques questions, avec plaisir, j'y répondrai. Peut-être pour anticiper des questions, ça se fait sur donc, des financements, on a dit à objets divers, mais ça se fait aussi sur des financements bilatéraux, ça se fait sur des financements en pool, donc du coup en pool bancaire à plusieurs banques. Donc là-dessus, ne soyez pas freinés, on peut tout à fait le faire sur différents types de financements. Pour répondre aussi à une question qui a été posée en amphi tout à l'heure, aujourd'hui, dans les chiffres qu'on a dans la presse, c'est 30% des financements en pool qui sont faits en 2021 sous format indexé. C'est 40% des placements privés, donc ça c'est avec des investisseurs, donc la catégorie d'investisseurs, de prêteurs est différente, mais on était sur une offre qui date de 2017, où c'était vraiment de l'innovation, de la différenciation. Aujourd'hui, on est sur une offre de masse. Et honnêtement, nous, sur nos financements, je pense que dans toutes les offres, on le diffuse aujourd'hui. Dans toutes nos propositions de financement, on le diffuse. Et on le voit de façon beaucoup plus massive. Il y a un besoin de maîtriser les indicateurs, d'avoir une vue réelle des engagements de nos clients et une volonté de nos clients d'embarquer aussi leur partie financière, d'où l'enjeu de ce financement. Et merci beaucoup et puis à votre disposition.